Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de Cet Écho. Ils sont jeunes, ils ont fait de brillantes études, mais contrairement à la tendance générale, ils ont choisi de voler de leurs propres ailes plutôt que de travailler sous les ordres d'un patron. D'autres, par contre, ont loupé le cap de l'école, mais leur combativité, leur dynamisme leur vaut aujourd'hui d'être de grands chefs d'entreprise qui donnent du travail à d'autres jeunes. Ces jeunes qui osent, c'est le thème de cette édition de Cet Écho. Cet Écho, vous disais-je, s'intéresse cette semaine à ces jeunes qui ont choisi de se mettre à leur propre compte. Fabien Antoine Amombo Abega, après de brillantes études dans une école d'ingénieurs, s'investit aujourd'hui dans un grand projet qui, à terme, lui permettra de pourvoir les ménages en énergie renouvelable. C'est un gros défi qui nécessite beaucoup de moyens, mais un défi qu'il finance à travers le bâtiment, ce tremplin qui lui permet d'aller de l'avant. Un exemple à suivre, c'est le premier reportage de cette édition, de Cet Écho. Son air de patron lui va comme un gant. Pourtant, il n'a jamais rêvé d'être chef d'entreprise. Lui, fils d'une ménagère, natif d'Otélé dans le département de la Mefouya Konon, région du centre, Fabien Antoine Amombo Abega, depuis son enfance, sait que l'école est une garantie pour se bâtir. Très rapidement, je vais faire mon cursus primaire à l'école annexe groupe 1 d'Angoumou, jusqu'en classe de cours moyen 1. Je m'envole donc très rapidement pour Mbankomo, où je vais terminer mon cursus primaire, cours moyen 2. J'obtiens là mon CEP. Je vais donc pour le lycée classique de Mbankomo. J'espère que je me rappelle bien. Et donc, je vais là jusqu'en 3e. Je rentre en Goumou, je vais obtenir mon BPC et puis finalement mon bac. Et comme la même fois qu'on n'avait pas encore eu la chance d'avoir une université, je suis donc embarqué dans les cargators, c'est les véhicules qui nous portaient à cette époque, pour nous conduire à Yaoundé, la belle, la capitale. Lorsqu'il frappe aux portes de l'université après l'obtention de son baccalauréat, il choisit de faire carrière dans les sciences de la Terre et de l'univers, parce que derrière, il avait un rêve. On va très rapidement toquer aux portes de l'université Yaoundé 1, Guaykele, où nous allons à s'inscrire en filière STU, Sciences de la Terre et de l'univers, avec l'ambition de nous former plus tard en géologie pétrolière. Ce qui sera heureusement le cas plus tard. Je serai admis à l'École internationale d'ingénierie pétrolière 2 ans plus tard, où je vais effectuer mon cursus académique qui va suivre jusqu'à obtenir mon diplôme d'ingénieur des travaux en pétrole et gaz en option pétrochimie. Dès sa sortie dans cette grande école, il se voyait déjà employé dans une grande firme pétrolière. Mais ce rêve ne sera pas de ce monde jusqu'au jour où un discours changera le cours de sa vie. Nous avons écouté un discours du président de la République à l'occasion d'une fête de la jeunesse. Il demandait aux jeunes d'oser. Et donc là, on a voulu écouter le président par curiosité pour voir si c'était possible ce qu'il nous demandait de faire. Et donc voilà comment, après plusieurs tentatives d'adhérer aux grandes firmes pétrolières, je me heurte à la difficulté de manque d'expérience, comme beaucoup de jeunes. Je n'avais pas d'abord appris le travail avant de le chercher. Je connaissais, j'avais une agrégation de connaissances, mal classée dans mon cerveau, bon pour la récitation, mais pas tellement outillé. Je me suis donc rapproché des aînés qui m'ont tenu la main et m'ont dit que c'est dans les énergies renouvelables qu'il fallait m'exercer parce que la planète se mourait. La planète se meurt. Une réalité tout aussi vraie que le monde existe. Mais le jeune homme va tenter à sa manière de sauver notre espace vital. Motivé par le fait de sauver la planète d'abord et en plus créer quelque chose qui ferait parler de moi après moi. Parce que me contenter d'un emploi, on n'invite plus la retraite. Mais une entreprise, ça parle de vous jusqu'à ce que vous ne soyez plus là. L'idée de travailler à la solde de l'État ou d'une personne n'était pas à l'ordre du jour. Il a tout de suite nourri l'ambition de s'installer à son propre compte. Pour résoudre le problème de la coupe abusive de bois, nous avons engagé par nos recherches, associés avec les recherches des grands chercheurs internationaux, d'initier et de vulgariser l'usage du biogaz au Cameroun. Donc là, avec les ordures ménagères, la fiente
issus et de l'élevage, aussi bien domestique que autre. Vous pouvez avoir du biogaz, vous faire cuire vos aliments à partir de ces déchets organiques. Le biogaz serait donc une solution qui met notre écosystème à l'abri, avec un avantage moins coûteux et accessible à tous. Pour avoir l'équivalent d'une bouteille à gaz, vous devez mettre environ 85 kg de lisier de porc qui vont vous produire l'équivalent d'environ 3 mètres cubes de la contenance d'une bouteille à gaz. Et je prendrai encore le cas de figure des huiles alimentaires. Vous voyez, les fritures, pour celles qui ont un business concernant la friture, on frit du poulet ici et là. Cette huile peut être recyclée également dans un biodigesteur comme celui-ci. Et rien qu'avec 4 litres, vous avez, ce biodigesteur va vous produire en gaz, en volume, équivalent d'une bouteille à gaz que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc 3 à 4 litres d'huile de friture suffisent pour que vous puissiez avoir une telle production. À la tête d'une entreprise qui excelle dans les énergies renouvelables pour mieux asseoir sa vision. Il envisage de vulgariser l'utilisation du biogaz. Le foyer d'expérimentation est ciblé et les résultats sont prometteurs. J'utilise le biogaz depuis plusieurs mois. C'est parce que ma femme a découvert et puis elle a parlé de ça et on a commencé à l'utiliser. Cette histoire de traîner sur la moto, la bouteille de gaz et puis voilà. Moi, le fait qu'on a le gaz continuellement, chaque jour, on n'a plus de coupure, d'arrêt et c'est moins coûteux. On a dépensé un peu simplement pour pouvoir installer et puis jusqu'à ce moment, moi, je suis satisfait. Moi, je voudrais m'encourager les autres à adhérer. Et je crois que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas, c'est la raison pour laquelle ils ne s'intéressent pas. Un rêve d'école devenu possible grâce à l'intelligence, aux efforts, bref, aux capacités du brave jeune qu'il fut. Grâce à une jeunesse qui ose, le cas de réussite de Fabien Antoine Amombo Abega rassure déjà quant à la relève attendue. Si l'école pour certains est la clé d'entrée par excellence dans le monde du travail, pour d'autres ce n'est pas une fin en soi. Avec ou sans bagage intellectuel, ils ont retroussé les manches, remué la terre, bref, forgé leur destin en s'investissant dans les activités génératrices de revenus grâce auxquelles ils peuvent aujourd'hui offrir de l'emploi à d'autres jeunes. Jean-Baptiste Kwam fait partie de ces jeunes qui osent. Self-Made Young Men, c'est le titre de ce deuxième reportage de cet écho. Des fermes agricoles qui s'étendent sur des kilomètres. De loin, on a l'impression d'être dans un domaine agricole californien où, pour réaliser un tel investissement, il faut impliquer les machines. Ici, c'est la force des bras qui donne vie à ce rêve agricole. Pour que ce paradis agricole existe, il a fallu le courage et la bravoure de Jean-Baptiste Kwam. Ça n'a pas vraiment été facile, mais il a fallu juste un peu de courage et doubler d'une passion. Parce que je suis un passionné de l'agriculture depuis mon cursus scolaire. Parti de sa terre natale dans le Mungu après le décès de son père, l'homme trouvera une terre fertile dans la région du centre, à Hawaï, dans la Mofoué à Famba. Je commence avec des petits jardins. Question pour moi de maîtriser l'activité agricole. Déjà avec le maïs, j'ai commencé avec le maïs. Après l'ananas, parce qu'il y avait un grand frère qui faisait de l'ananas. J'ai pris quelques rejets chez lui, quelques semences. J'ai expérimenté tout autour de la maison. Et c'est comme ça qu'en 1997, quand j'avais déjà abandonné l'école, il y avait de cela 5 ans, je faisais déjà dans l'activité agricole. Je suis donc appelé par un aîné qui était déjà venu à Hawaï 1 an avant moi pour accompagner un producteur de la zone. Il sollicite mon renfort en 1997. C'est comme ça que je me retrouve à Hawaï. J'ai travaillé avec mon aîné là pendant 3 ans. J'étais son adjoint dans l'exploitation qu'il dirigeait. Et c'est comme ça que je m'installe à Hawaï. Dire que les débuts ici étaient un véritable calvaire. Mais l'homme qui a grandi avec des travaux champêtres savait quel trésor la terre renferme. Il a commencé par l'ananas. En 2000, je commence d'abord avec 4000 pieds d'ananas. Ça veut dire 1/10 d'hectare.
parce qu'un hectare, c'est 40 000 pieds. J'ai commencé avec 4 000 pieds parce que le secret de l'agriculture, c'est comme toute autre activité, c'est de commencer. N'attendez pas à amasser beaucoup d'argent pour démarrer. Tout projet d'ailleurs, le tout c'est de commencer. Parce qu'en commençant même petit, ça vous permet de maîtriser toutes les étapes, toutes les difficultés liées à l'activité que vous devez engager. Vous verrez des gens qui sont entrés dans l'ananas, par exemple, avec des millions de francs et sont repartis démunis parce qu'ils ne se sont pas accaparés de difficultés pour s'y engager. Ils sont limités juste au niveau des moyens. Ils ont dit, bon, si j'ai tel montant, je peux implanter des dizaines d'hectares. Bon, ce n'est pas ça. Il dit bien, ce n'est pas que l'agriculture, toute activité, il faut voir grand, mais commencer petit. On voit grand, mais on commence petit, peu importe vos moyens. Je faisais l'extension avec les propres rejets, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'au bout de 3 à 4 années, j'ai pensé à mettre sur pied un GIC, un groupe d'initiative commune. 20 ans après, il est devenu le producteur d'ananas de la localité, sans formation à la base. J'avais des beaux-frères, j'avais des amis à qui je donnais déjà les rejets pour planter eux-mêmes, pour s'installer. Je les installais en leur donnant des rejets. C'est comme ça que le groupe s'est soudé. Et puis, avec les petites aides que nous on recevait de temps en temps du Minader, c'est comme ça qu'on s'est enraciné, on a explosé. Et quand vous êtes sans ignorer que dans les années 90 jusqu'en 2000 même, l'ananas partait du Mungo pour Yaoundé, pour le Fundi. Mais je me suis donné ce défi en 2004 quand je me retrouve avec mes pairs au palais de congrès sur un atelier concernant la culture d'ananas. Au sortir de là, je leur ai dit, je vous donne 5 ans. L'ananas va partir d'Hawaï pour Douala. Je vais inverser la tendance. Et on était comme ça en 2004. Et en 2008, quand on s'est encore retrouvé, toujours au même palais de congrès, pour un autre atelier, c'est comme ça qu'ils m'ont félicité, que petit frère, vraiment, tu es un brave garçon. Aujourd'hui, on retrouve, les gens partent de Douala pour venir chercher les fruits à Hawaï. Un véritable domaine agricole qui donne une chance à d'autres jeunes qui sont inspirés par lui. La culture d'ananas n'a plus de secret ici. Nous, on fait le calibrage pour planter les ananas. Donc, c'est un calibre quand on plante. Donc, parce qu'on ne peut pas planter tout ça là, toutes les mêmes lignes. Parce qu'on plante toutes les mêmes lignes, ça sera difficulté de grandir parce que le gros va pitiner les petits. Donc, c'est pour cela qu'on calibre un peu là, que les gros vont prendre les lignes, les moyens prennent les lignes pour le traitement et autres. C'est dans cette banlieue de Yaoundé que part l'essentiel des ananas qui ravitaillent les marchés de la capitale. D'autres jeunes s'en inspirent et grâce à elles, ils gagnent leur vie. Au niveau d'ici, on vend selon le prix qu'on prend en brousse. En brousse, il y a le fruit de 500, 350, 400, 450. Et arrivé ici, on fait les bassines, les petits bassines là. 5 fruits à 1000 francs, 5 fruits à 2000, les gros. Juste pour acheter le savon, le comprimé à l'enfant. Avec la crise sanitaire, le marché a connu une chute. Pour survivre, les jeunes d'ici ont pensé à la transformation locale. Nous avons un cahier des charges d'abord. C'est-à-dire que la transformation, lorsque tu as la bonne matière première, tu as un bon jus naturel. Nous respectons d'abord notre cahier des charges d'abord. Là où nous allons, on voit tous les itinéraires derniers. La date du planting, la fertilisation, le traitement. Et bien après cela, nous ciblons des parcelles pour que l'ananas soit en maturité. C'est là où nous prélevons ces fruits pour transformer. Nous prélevons, nous allons entrer dans l'usine de transformation. C'est là où nous faisons le travail en général. Une usine a été créée, mais faute de moyens, le marché est aujourd'hui arrêté. Le maïs aussi fait partie des cultures qui font vivre ces terres, point focal pour la production des semences. Parlons ici de la spéculation sur le maïs. La variété, c'est le CMS 8704, oui, qui donne environ 6 tonnes à l'hectare. Pour cette saison, nous avons prévu 10 hectares de maïs pour cette saison.
En dehors du maïs, il y a aussi le riz, que soutient le projet de développement du riz irrigué et pluvial. Il faut aussi le riz pluvial. Cette saison, nous avons prévu la production de 2 hectares sur 2 hectares cette année. Sa première saison va de mars à juillet. Quand on récolte, on relance en août. Une jeunesse brave, talentueuse, à l'écoute du chef de l'État qui ne cesse de lui rappeler quel est son rôle. Prendre la relève et construire pour demain un Cameroun prospère. Monsieur Henri Bieng est le coordonnateur national du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine. Il a accepté de sacrifier un peu de son temps pour nous parler de ce que l'État du Cameroun fait pour accompagner ces nombreux jeunes qui ont choisi, après leurs études ou en l'absence des études tout simplement, de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Merci Monsieur Bieng d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci madame. Et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Nous sommes dans la semaine de la jeunesse. On parle énormément de l'emploi jeune, on parle de l'auto-emploi chez les jeunes. Et nous sommes venus vers vous parce que nous savons que vous êtes un programme qui accompagne de nombreux jeunes. À ce jour, qu'a déjà fait le PAGER U? Ce programme mis en œuvre par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique depuis 2007, ce programme a mobilisé un peu plus de 10 000 jeunes à travers le territoire national, parmi lesquels 4 815 qui ont bénéficié des appuis financiers. Alors, il faut dire que dans le cadre de l'action gouvernementale, le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine est l'un des maillons. Vous avez le PIAZI, vous avez le PACD-PME, vous avez beaucoup de projets qui sont mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, également par le MINEPIA. Eh bien, tous ces programmes visent à contribuer à l'insertion sociale et économique des jeunes à travers l'ensemble du territoire national. Près de 5 000 jeunes en un peu plus de 10 ans. C'est un bilan qui vous satisfait? Voyez-vous, le programme est lancé sous l'initiative PPTE. On est dans un contexte. On est dans un contexte qui va évoluer avec le temps, mais également avec les mentalités. Les jeunes qui venaient en début de programme vont être davantage nombreux au regard à la fois des résultats qu'ils observent sur le terrain, mais également des informations qui sont faites ça et là, à travers les médias, à travers les programmes qui sont diffusés de part et d'autre. Et donc, 10 ans, oui, si on est dans une analyse, j'allais dire, analytique de la chose. Mais au plan comptable, je dis, c'est une affaire qui a marché et c'est une affaire qui a aidé. C'est d'autant plus que, à l'heure du bilan, lorsque M. le Premier ministre du gouvernement a instruit une évaluation en 2015, il s'est avéré que le PAGER U est un maillon essentiel, indispensable dans la chaîne d'insertion des jeunes au Cameroun. C'est tout dire. Et d'ailleurs, ces mêmes résultats vont montrer que 3 ans après cette évaluation, 200 jeunes, 200 PME, des jeunes totalement incubés, vont migrer du PAGER U vers l'agence de promotion des PME à travers une plateforme qu'ont signé les deux ministères pour mettre ensemble leurs activités et bien, pour que l'action gouvernementale en faveur de l'insertion des jeunes soit améliorée. Donc ça, c'est l'un des premiers bilans, je crois, qui est élogieux. Mais également, je veux vous dire qu'on a reçu, il y a quelques mois, des partenaires qui sont venus du Tchad, voir un peu comment ça marchait chez nous. Ils ont été flattés de savoir qu'un programme mis en œuvre avec tout ce que cela pouvait comporter comme risque, tout ce que cela pouvait comporter, n'est-ce pas, comme rejet, eh bien, que nous avons pris en compte tout cela, nous avons tenu en main tous ces jeunes, les accompagner. Oui, il y a eu certains échecs, mais d'une manière générale, le bilan, il est élogieux. Et pour revenir à ces nombreux jeunes que vous avez accompagnés, vous avez parlé d'environ 10 000 jeunes, c'est énorme.
Donc à peu près 5 000 ont bénéficié de votre accompagnement. Sur les 5 000, combien d'entreprises viables à ces dates? Sur ce plan, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, lorsqu'il présidait la cérémonie de transfert de la première cuvée des PME incubées par le PAGE à l'agence de promotion des PME, eh bien, il a marqué sa grande satisfaction d'ailleurs partagée par le MINMESA. Il y a quelqu'un, un auteur, qui a dit, il a utilisé la théorie de 20-80. 20-80, c'est-à-dire que vous avez 20% des projets des jeunes qui bénéficient de 80% des appuis. Mais c'est ceux-là qui vont servir de locomotive pour tirer toutes les petites activités. Donc, pour faire court pour nos téléspectateurs qui nous suivent, en 13 ans d'existence du PAGER-U, quand vous regardez combien d'entreprises sont sorties du lot et peuvent servir de locomotive et de vitrine dans votre projet? À date, nous en avons transféré 200 à l'agence de PME. Qui font un chiffre d'affaires global de combien? Oui. Qui emploient combien de personnes? On a un chiffre d'affaires estimé à près de 100 milliards de francs. Ils ont créé 3 à 4 000 emplois, ceux qui ont été transférés. Mais c'est un processus. Je suis heureux aujourd'hui de dire qu'au-delà des chiffres qu'on peut avoir, 200 nouvelles entreprises qui sortent d'un moule, qui ont une expérience de plus de 5, 6, 7 ans et qui aujourd'hui peuvent, pour certains, je ne fais pas de publicité, mais vous avez un jeune qui fait dans les e-kiosques, c'est un produit du PAGER-U pour vous qui êtes de la presse. Et vous avez également des jeunes, par exemple, qui exportent aujourd'hui bâtons de manioc, ils appellent bobolo, voyez-vous. Donc, c'est des éléments qui permettent aujourd'hui, au-delà du chiffre, de dire que nous sommes quittés de nulle part et bien pour arriver à des résultats probants. Comment se fait la saisine du PAGER-U? Le choix de ceux que vous accompagnez, ça se fait comment? Il faut quoi? Il faut avoir été à l'école ou il faut juste avoir une activité? Ceux qui sont dans les villages, ils font quoi? Aujourd'hui, tous les jeunes qui veulent bénéficier du PAGER-U, comme des autres programmes du ministère de la Jeunesse, se font enregistrer dans les sites ou alors au niveau de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est logé dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, lesquels se retrouvent dans tous les arrondissements du Cameroun. Donc, c'est pour éviter que les jeunes qui sont au niveau rural pensent que, pour bénéficier des appuis de l'État, il faut seulement aller en ville. Ils peuvent le faire localement, dans tous les arrondissements et même dans les grands villages. Et pour des jeunes que le président a appelés Génération Android, ils peuvent le faire à travers leur smartphone. www.onjo comme observatoire, N comme national, J comme jeunesse.cm pour être dans la plateforme de tous les jeunes qui veulent bénéficier de l'accompagnement et du plan triennal et des projets et programmes du ministère de la Jeunesse. Donc, ils n'ont pas à se faire de soucis. Ils peuvent le faire au niveau local, ils peuvent le faire à travers leur smartphone, ils peuvent le faire partout où ils veulent. Et l'essentiel, c'est d'avoir de la volonté. Vous avez la volonté, vous avez une idée de projet, nos hommes de terrain viendront vers vous pour vous accompagner à mûrir ou alors à transformer votre idée en projet, à maturer votre projet, à le soumettre à financement si c'est un besoin de financement. Aujourd'hui, le projet le plus gros financé par le PAGER-U, c'est quoi? Le projet le plus gros, alors nous étions par les tests limités à un maximum de 25 millions. C'est ce qui a été fait. On n'a pas dépassé 25 millions. Mais je dois vous dire également que nous avons accordé des financements moyens de 10 millions. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir ces jeunes. Alors, si vous regardez mes chaussures, elles ont été fabriquées par un jeune financé par le PAGER-U. C'était donc M. Henri Béeng, c'était le coordonnateur national du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, qui est donc venu nous parler de ce que l'État du Cameroun a fait jusque-là pour accompagner ces nombreux jeunes qui regardent vers les pouvoirs publics pour les accompagner dans leurs projets de développement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, M. Béeng, monsieur le coordonnateur, pour votre disponibilité. Merci, madame.